Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous poursuivons notre série de vidéos sur la programmation Shell en environnement Unix et Linux, et aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les variables. Après une première partie où nous avons vu comment installer Cygwin, nous avons exploré un petit peu l'outil qui nous permettait justement d'émuler Linux sous une plateforme Windows, nous allons voir maintenant comment rendre nos programmes beaucoup plus intéressants. Les premiers programmes en fait que nous avons écrits, les premiers shells, ne faisaient qu'un affichage et montraient qu'on pouvait utiliser des commentaires. Nous allons essayer d'aller plus loin maintenant en introduisant cette notion de variable. Donc une variable au final qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une façon de pouvoir stocker un résultat intermédiaire dans la mémoire. Si nous faisons un calcul, nous voulons à un moment donné stocker le résultat et pouvoir le réutiliser à un autre moment. Donc c'est-à-dire, c'est comme si on avait une petite boîte dans laquelle on stockait temporairement quelque chose, et quand on en a besoin, on va rechercher cette boîte et on va prendre son contenu. C'est exactement l'analogie qu'on peut faire avec l'utilisation d'une variable. Donc, les variables, en environnement, en termes de script shell sous Unix et Linux, elles sont de deux types. Eh bien déjà, vous avez les variables d'environnement, comme on avait vu sous Windows, qui sont des variables qui sont déjà présentes directement sous Linux et que nous pouvons utiliser. Donc, c'est Linux qui s'occupe de les créer, on n'a rien à faire, mais on peut les utiliser. Parmi ces variables, on peut par exemple avoir pass, qu'on a déjà vu, qui regroupe l'ensemble des chemins que l'on peut avoir dans l'environnement Linux. On peut avoir la variable home, qui donne en fait quel est le chemin de l'utilisateur, le chemin des dossiers de l'utilisateur. On a la commande pwd qui nous donne le chemin où on se trouve en ce moment. On va un petit peu les voir en détail. Donc, pass, on l'avait déjà vu, qui nous permettait d'avoir effectivement tous les chemins d'accès dans lesquels va chercher le système d'exploitation au moment où on essaie d'exécuter une variable. Et on avait vu dans la vidéo précédente qu'on avait rajouté mon répertoire temp du disque C pour pouvoir exécuter directement des commandes à partir de celui-ci. Ok. On peut avoir par exemple la variable home, par exemple, va donner en fait quel est le chemin c'est l'équivalent un petit peu de mes documents qu'on peut avoir dans l'environnement Windows, qui va donner le chemin du répertoire où sont mes données personnelles. On peut avoir pwd, est intéressant à regarder parce que pwd c'est à la fois une commande qui vous donne le chemin dans lequel on est, donc là j'ai tapé la commande, et c'est également une variable quand on l'écrit en majuscule, $pwd, qui va contenir exactement la même chose. Donc attention, pwd écrit en minuscule juste comme ça, c'est le nom d'une commande, et alors que quand on écrit pwd en majuscule précédé d'un $, c'est le contenu de la variable, même si les deux façons d'arriver au chemin dans lequel on est couramment, on a le même résultat sur les deux. Une petite distinction quand même entre commande et variable. Et puis on a user, username, d'autres variables d'environnement. Bien sûr, la programmation shell nous permet également de créer nos propres variables. Des variables, on fait un calcul, on fait une addition, on veut avoir la somme quelque part, il est possible de définir naturellement une variable qui va contenir cette somme pour pouvoir la réutiliser à un moment donné. Vous l'avez vu déjà peut-être dans les différentes variables que l'on vient de taper, on a une grande différence entre comment est-ce qu'on détermine qu'on a une variable en Linux par rapport à ce qu'on a fait quand on était sous l'environnement Windows. Je vous rappelle qu'en environnement Windows, on entourait la variable avec des pourcents. Ici, pour accéder à la valeur d'une variable, en fait, on le fait précéder le nom de la variable par un $. C'est ce que j'ai fait dans Cygwin ici. Vous voyez, j'ai fait un echo $home. La variable s'appelle home. C'est le fait de mettre un $ devant qui spécifie que c'est une variable et que je veux son contenu. Puisque si j'avais écrit home directement sans mettre le $ devant, en fait, il m'aurait écrit home. Il aurait considéré home comme une chaîne de caractères et il me l'aurait écrit. C'est parce que je mets le $ devant que je lui dis tu ne m'écris pas home, mais tu considères home comme une variable et tu vas me chercher son contenu. Donc, pour lire une variable dans un shell script, on peut utiliser la commande read qui va nous permettre de lire une valeur sur le prompt. C'est-à-dire que le programme va s'interrompre au moment où il va faire un read, il va redonner la main à l'utilisateur et l'utilisateur va pouvoir rentrer une valeur qu'il a lui-même déterminée. Donc, là aussi, il peut y avoir des grosses différences entre Windows et Linux au niveau des chaînes de caractères. On a un système de cotes
qui veulent dire des choses différentes qu'on soit en environnement Windows ou en environnement Linux. En environnement Linux, on a 3 types de cotes qui sont les simples cotes, donc c'est celles que vous retrouvez sur le clavier AZERTY sur la touche 4 de votre clavier. On a les doubles cotes que vous retrouvez sur la touche 3 de votre clavier, et on a ce qu'on appelle les backcotes, qui est en fait un espèce d'accent grave que l'on trouve sur la touche 7 de notre clavier. Et on a aussi la commande let qui permet d'évaluer une chaîne de caractères. Donc c'est-à-dire que la chaîne des caractères, si elle contient une commande, par exemple la chaîne de caractères pourrait contenir une commande ls ou une commande n'importe quoi, et la commande let permet d'évaluer ce qu'il y a dans cette chaîne de caractères. Donc très attention à cette notion de chaîne de caractères avec des codes différentes, puisque vous voyez que selon les codes que vous utilisez, vous allez avoir des réactions différentes de la part de votre interpréteur. Si vous mettez des simples cotes, le message n'est pas évalué. Si vous mettez des doubles cotes, le message est évalué. Si vous mettez des backcotes, le message est exécuté. Voyons voir directement la différence sur quelques exemples avec Cygwin. Si je mets echo $home sans cote, ou $pwd, tiens, va vous donner en fait le chemin dans lequel je suis. Ok. Si je veux pas écrire le contenu de la variable pwd, mais je veux qu'on m'écrive pwd, là je le mettrai entre simples cotes. En fait, quand je verrouille une chaîne entre simples cotes, ça me dit ce qui est dedans, en fait, tu ne l'interprètes pas. Tu l'écris tel quel. Et vous voyez que cette fois-ci, il n'est plus allé chercher la valeur qui est contenue dans ma variable pwd, mais il m'a écrit $pwd. Donc ça permet justement d'écrire des caractères spéciaux, comme des dollars par exemple, sans pour autant qu'ils soient interprétés. Si je mets des doubles cotes autour de mon pwd, cette fois-ci, j'ai bien le contenu de mon répertoire. Et si jamais maintenant j'utilise des backcotes, en fait les backcotes vont exécuter la commande qui est entre backcotes. Et donc si j'utilise la backcote on y arrive en faisant ALTGR et 7, et comme c'est une accentuation, il faut taper espace pour passer au caractère suivant, et donc j'ai ma backcote qui s'affiche, qui est cet accent grave qu'on obtient, je le rappelle, avec ALTGR 7. Et donc là, dans mon echo, je peux cette fois-ci rentrer ma commande pwd, et je ferme avec une backcote. Et vous voyez en fait que cette fois-ci, le echo qu'il en résulte, c'est que ma commande pwd a été exécutée, et j'ai utilisé ma commande echo sur le résultat de la commande, et donc j'ai affiché également le répertoire. Donc là, attention, il y a de grandes disparités entre l'utilisation des cotes, donc faites très attention quand vous les utilisez. Beaucoup d'erreurs peuvent venir de là. Simple cote, rien n'est interprété, double cote, c'est interprété, et backcote, c'est exécuté. Voilà la différence entre les 3 styles de cotes. On va voir ça directement dans un exemple qui va suivre. Donc on va commencer par écrire un petit script shell qui va utiliser des variables. Des variables que nous allons définir nous-mêmes, et des variables qui sont définies directement dans l'environnement de Linux. Donc on va dire bonjour en utilisant la variable username. Username contient le nom de l'utilisateur. Donc en disant bonjour username, ce qu'on attend, c'est qu'on dise bonjour avec le nom de l'utilisateur. On va donner la date du jour et l'heure avec la commande date. Et on va ensuite déclarer une chaîne de caractères et l'afficher. Enfin, nous voulons déclarer 2 variables entières, calculer leur somme dans une 3e variable et afficher cette somme, pour voir comment définir une variable nous-mêmes qui est le résultat d'une somme. Donc, pas mal de choses à faire ici. Donc, on va prendre notre éditeur et on va commencer en fonction de ce qu'on a à faire. Donc, comme d'habitude, on reprécise qu'on est bien dans du bin bash. En bas à droite, on spécifie bien qu'on désire avoir un fichier au format Unix. Encore une fois, je vous rappelle ce qu'on avait dit dans la première vidéo. En fait, c'est la différence entre les fins de ligne entre Windows et Unix ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien prendre garde quand vous exécutez un script shell dans l'environnement Unix, de le déclarer en tant que fichier Unix. Donc là, on voit qu'on n'a pas la collaboration syntaxe X. Ça vient simplement parce qu'on ne l'a pas encore enregistré. On ne lui a pas encore dit que c'était un shell. Et je vais l'appeler variable.sh
Donc point .sh important, c'est l'extension d'échelle, et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir la coloration syntaxique au niveau de Notepad++, qui aura reconnu que maintenant, grâce au point .sh, que nous travaillons sur un shell. On va commencer par afficher l'écran, par nettoyer l'écran, et on va écrire, on a dit, on voulait dire bonjour à username. Donc, on va dire bonjour, et on va mettre $username. Donc là, on peut déjà voir quelques distinctions. On va sauvegarder déjà comme ça, et voir ce que ça donne. Donc là, on va lancer le script qu'on a appelé variable.sh. Voilà. Et donc j'ai Philippe PC qui est mon username, qui est le nom de mon ordinateur. Là, j'ai utilisé les simples cotes autour de bonjour. Je ne les ai pas utilisés autour de username, puisque, comme on l'a vu, si jamais j'avais mis des simples cotes là autour, en fait, ça m'aurait écrit bonjour username. Ce que j'aurais pu faire, par contre, c'est mettre des doubles cotes autour. Et donc là, cette fois-ci, eh bien, le contenu aurait été interprété. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on reprend de nouveau la valeur de la variable et qu'on n'écrit pas seulement $ et le nom de la variable. Donc très important, cette notion de cote, double cote. On va utiliser, pour avoir ma date, on va utiliser une fonction qui s'appelle date, qui est, ben voilà, on est le 8 février, on est lundi, il est 9h21, et on est en 2021, et le fuseau horaire est CET. Ok. Donc comment est-ce que je pourrais réutiliser cette fonction date? Eh bien tout simplement, il suffit que je déclare une variable madate, et que dedans, je mette date. Mais ce que je veux faire, en fait, c'est pas que je veux mettre la chaîne de caractères date dans ma variable. Ce que je veux faire, c'est que je veux mettre l'exécution de ma commande. Vous avez vu, j'ai exécuté date, et le résultat de ma commande, c'est cette ligne-là. Eh bien, c'est cette ligne-là que je veux récupérer. Eh bien, tout simplement, je vais utiliser les backcotes ici. Donc, je vous rappelle, c'est ce qui est altgr et set. On va mettre des backcotes autour de date, ce qui veut dire que on va exécuter la commande date, et le résultat de l'exécution de la commande date va se retrouver dans la variable madate. Il me suffit ensuite de l'écrire. Je vais utiliser les double cotes, comme je vais utiliser une variable. Nous sommes, ou date du jour, ouais, parce que date du jour, et je vais mettre $madate. Voilà, je vais fermer les double cotes. J'ai utilisé encore une fois les double cotes pour que ma date soit interprétée comme une variable et remplacée par la valeur. Donc là, vous voyez, bonjour Philippe PC, date du jour, on est lundi, le 8 février, il est 9h22 en 2021 et on est toujours dans le fuseau horaire CET. Voilà. Donc là, on a vraiment mis le résultat de l'exécution d'une commande dans une variable et on a réutilisé cette variable par la suite. Ok, donc ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de faire une chaîne de caractères qu'on va mettre... là, on peut mettre la simple cote, puisqu'on ne mettra pas de variable dedans. Voici un texte. Et on peut tout simplement ensuite afficher la variable. Tout simplement, on va l'afficher avec un $ devant, une chaîne, et l'interpréteur va comprendre. Voilà, il va nous afficher, voici un petit texte. Ok, donc là, on a fait une chaîne de caractères. On va encore essayer de faire une opération sur les nombres. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va se mettre un nombre 1 qui contient 5, un nombre 2 qui contient 6. Voilà. Et on va utiliser la commande qu'on a vue avant, on a vu la commande let, qui va nous permettre d'exécuter le contenu d'une chaîne de caractères. Et qu'est-ce que je veux dans ma chaîne de caractères? Eh bien, je veux que la somme soit égale à $nombre 1 plus $nombre 2. Voilà. Et il me reste à écrire ma somme, qui est le $somme. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'attends de la commande let? Eh bien, let va considérer cette ligne qui est entre double cotes comme une commande, en fait, et va l'exécuter comme si j'avais écrit cette commande-là. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que dans la variable somme, elle va affecter le résultat de la valeur de nombre 1 plus la valeur de nombre 2, et donc j'aurai bien la somme dans ma variable somme. On va voir ça.
Voilà, j'ai bien, la somme est bien de 11, qui correspond bien à 5 plus 6. Donc, on a fait un petit exemple ici, mais il y a déjà énormément de choses dedans. Vous avez vu la différence entre les double quotes, simple quote et back quote. Donc, je rappelle, simple quote, pas d'exécution. Double quote, une exécution, simple quote, il n'y a pas d'interprétation. Double quote, il y a une interprétation des variables. Back quote, c'est la commande qui est dedans, qui est exécutée. Et on a vu aussi la commande let, qui permet de considérer que la chaîne de caractères qui suit, en fait, est une commande et va exécuter la commande. Donc on a quelque chose de très proche, finalement, entre les back quotes et la commande let. Voilà, donc un exemple qui présente déjà énormément de choses sur les variables. On a aussi utilisé des variables qui étaient déjà définies dans l'environnement comme username, et on a déclaré nous-mêmes des variables. Une chaîne, c'est une variable qu'on a déclarée nous-mêmes, la variable somme, les variables nombre 1, nombre 2. Ça, ce sont des variables que nous avons déclarées nous-mêmes. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a vu qu'on a un programme dans lequel on a mis des lignes, et chaque instruction est exécutée l'une après l'autre. Mais là, sur ce programme-là, en fait, on n'a pas d'influence dessus. On n'a pas la possibilité de lui donner des paramètres, on n'a pas la possibilité que de faire varier l'exécution par rapport à ce qu'on aimerait lui faire faire. Donc, ça c'est la prochaine évolution que nous allons voir, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut demander l'avis de l'utilisateur, que l'utilisateur puisse saisir des valeurs, et que ces valeurs-là puissent influencer sur le déroulement de l'exécution du programme. Donc l'utilisateur doit pouvoir modifier l'exécution du programme sans avoir pour autant le modifier. En effet, on pourrait se dire, pour modifier l'exécution du programme, il suffit que je l'ouvre, que je modifie des choses, que je le réenregistre, que je le re-sauvegarde, et que finalement je le relance. Mais là, ce qu'on voudrait faire, c'est que rendre possible le fait que des utilisateurs non développeurs puissent quand même utiliser notre programme, puissent influer dessus, lui donner des paramètres, sans pour autant avoir à comprendre ou avoir à chercher comment fonctionne le programme dans le fond. Donc ça, pour influencer un programme, il y a plusieurs méthodes. Il y a la lecture, ce qu'on appelle la lecture du prompt, c'est-à-dire que le programme s'arrête et attend que l'utilisateur donne une valeur. Puis, à partir du moment où l'utilisateur donne une valeur, le programme va se continuer en se basant sur cette valeur. Il y a toujours la possibilité de paramétrer le script au lancement, c'est-à-dire qu'au moment où on lance le script, on lui donne une liste de paramètres qui va pouvoir, que le programme va interpréter et va réagir en fonction de ces paramètres. Et enfin, il y a toujours la possibilité de faire une redirection du contenu d'un fichier de l'entrée standard. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en environnement Windows et qui fonctionne exactement pareil sous Linux. On va voir ça, comment tout cela fonctionne. Des lectures sur le prompt, je vous avais déjà parlé de la commande read, et la commande read permet justement de lire une variable. Donc la syntaxe de base de cette commande, c'est read, espace, et la variable qu'on veut voir affectée par l'utilisateur. Ce qu'il est commode de faire la plupart du temps, c'est quand même de mettre ce qu'on appelle une invite de prompt, c'est-à-dire un petit message qui va permettre que l'utilisateur sache ce qu'on attend de lui. Et ça va être fait avec l'option "-p". Donc on va écrire un petit programme qui va demander l'âge de l'utilisateur ainsi que son nom, et on va afficher ces deux valeurs à l'écran. Donc juste essayer de voir si on arrive bien à lire des valeurs que l'utilisateur rentre, et si on arrive bien à lui réafficher. C'est-à-dire que l'utilisateur sera arrivé à communiquer avec le programme. Il sera arrivé à lui spécifier des valeurs, et l'ordinateur sera capable de lui réécrire ces valeurs-là. Donc de lui montrer qu'il les a compris. On va pour cela reprendre un Notepad++, on va se créer un nouveau fichier, qu'on va enregistrer sous, on va appeler ça agnom.sh. Donc toujours au début, on va bien lui spécifier qu'on va travailler avec l'interpréteur bash. On va afficher l'écran et on va utiliser notre commande read à laquelle on va donner un prompt. On va demander indiquer le nom de l'utilisateur. Voilà, et on va spécifier le nom de la variable. Le nom de la variable, ce sera nom. En dessous, on va demander indiquer l'âge de l'utilisateur. Encore une fois, on va mettre là notre variable qui nous concerne, c'est l'âge. On va lui montrer qu'on a bien compris
qui il est, en disant vous vous appelez et la variable nom. Voilà. Et on va lui dire vous avez $âge en. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez un âge, vous avez un nom. On va sauvegarder tout ça. Si tout se passe bien, en fait, vous allez voir que le programme va s'interrompre, poser des questions à l'utilisateur. L'utilisateur va indiquer son nom, puis son âge. Et enfin, le programme va nous écrire qu'il a compris tout ce qu'on lui demande. Donc le fichier s'appelle âge et nom. Donc âge et nom. .sh. Ah, bah vous voyez, je ne l'ai pas enregistré au format Unix. Il me le rappelle tout de suite. Donc, âge et nom, indiquer le nom de l'utilisateur, donc je vais m'appeler Michel, indiquer l'âge de l'utilisateur, 50, vous vous appelez Michel, vous avez 50 ans. Ok, très bien, donc notre programme fonctionne bien. Vous voyez que le programme s'est interrompu, il a posé une question, il a demandé le nom de l'utilisateur, je lui ai rentré, il a demandé l'âge, je lui ai rentré, puis il a continué à se dérouler avec les nouvelles valeurs que je lui ai données pour les variables. Et donc nom a bien pris ce que j'ai tapé en premier, âge a bien pris ce qui était fait en second. Si je veux retrouver l'année de naissance de mon personnage, je crois que c'était demandé après, le script calcule ensuite l'année de naissance de l'utilisateur et affiche également cette information. Donc c'est quelque chose qu'on va faire aussi. Donc on va réutiliser la commande let, et cette fois-ci on va calculer la date de naissance. Et bien date de naissance c'est quoi? Et bien c'est 2021 moins $âge, et on va lui indiquer que vous êtes né en et $naissance. Voilà. Donc là, on reprend la commande let, qui, je le rappelle, en fait, exécute la chaîne de caractères qui suit comme si c'était une commande. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Finalement, elle prend 2021, elle enlève l'âge, et elle met ça dans une variable qui s'appelle naissance. Et donc ensuite, il suffit que je mette vous êtes né en naissance pour avoir la date de naissance. Je vais relancer mon programme. Donc cette fois-ci, j'ai Michel, je fais 50. Voilà, vous appelez Michel, vous avez 50 ans, vous êtes né en 1971. Ok, super. Donc là, c'est un exemple qui m'a permis de montrer que il peut y avoir un échange entre l'utilisateur et le programme. L'utilisateur a pu spécifier des données, le programme les a interprétées et a donné un résultat en fonction des données qui sont rentrées. Donc maintenant que le dialogue est noué entre la machine et l'utilisateur, en fait, ça va nous ouvrir beaucoup plus de possibilités. Il a aussi la possibilité de paramétrer un script au lancement. C'est-à-dire qu'au moment où on lance le script, on va spécifier quels sont les paramètres que doit utiliser le script. Et ça va, en faisant varier ces paramètres, eh bien, on va pouvoir faire varier dans quelle mesure le script s'exécute et comment est-ce qu'il va réagir. Donc là, on retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu en script en programmation shell sous Windows. C'est exactement la même chose, c'est qu'on donne les paramètres à la suite du nom du programme. La seule petite différence qu'il peut y avoir, c'est que l'on va récupérer les variables, cette fois-ci, dans le script shell, avec des variables spécifiques qui sont $, $0, $1, $2, et ainsi de suite. Donc $, contient le nombre de paramètres, $0 est le nom du programme qui est lancé, et $1 est la valeur du premier argument. Donc on va écrire un script qui lit l'âge, le nom et de la personne directement dans les paramètres. Je vais reprendre pour ça mon éditeur. Je vais créer un nouveau répertoire, un nouveau fichier, je vais l'enregistrer, et je vais l'appeler param.sh. Okay. Pour ne pas avoir à tout refaire, je vais prendre exactement ce que l'on vient de faire dans le âge et nom, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être identiques. Et cette fois-ci, en fait, mon nom, tout simplement, la variable nom, je ne vais plus la lire sur le prompt, mais je vais juste dire qu'il s'agit en fait du premier argument que je vais donner à ma commande. Pareil pour l'âge, je ne vais pas le lire, je vais juste récupérer le deuxième argument de ma commande. Okay. Donc si jamais, maintenant je vais lancer mon programme qui s'appelle param.sh, que j'ai nouveau enregistré sous format Windows,
Donc ça va être très important ça. Alors, j'ai token is... donc là j'ai une erreur sur la ligne 11. Alors, pourquoi j'ai une erreur sur la ligne 11? Tout simplement parce que j'ai spécifié aucun paramètre. Et donc je n'ai spécifié aucun paramètre pour l'âge. Et c'est-à-dire que quand je lui ai demandé de créer la date de naissance, de faire 2001 moins l'âge, et qu'il n'avait pas d'âge dans le programme, eh bien il n'a rien pu faire. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il a écrit, vous vous appelez, et il n'y a rien, et vous avez, et il n'y a pas l'âge non plus. Donc en fait, ce qu'attend le programme, c'est que le param.sh, il attend en paramètre Michel, et 50 pour l'âge. Donc les paramètres sont spécifiés dès l'appel. Et là, quand je vais l'appeler comme ça, vous allez voir qu'il trouve que vous appelez Michel, j'ai 50 ans, et que je suis né en 1971. Donc les paramètres ont été spécifiés comme ça. Donc il faut faire attention, parce que le sens des paramètres a évidemment une grande importance. Si jamais j'avais mis l'âge avant le nom, eh bien vous vous apercevrez que là il m'a dit vous vous appelez 50 et vous avez Michel en. Donc en fait lui ne fera pas de vérification sur le type de vos données. Il va juste prendre le premier argument, le deuxième argument, et il va les mettre dans des variables spécifiques, $1, $2. Mais le sens des valeurs de ces variables en fait ne fait pas sens pour l'ordinateur. Lui va les exploiter juste parce que c'est le premier paramètre ou parce que c'est le deuxième paramètre. Donc là on a vu une deuxième façon d'influer sur le déroulement d'un programme en fait en modifiant les valeurs des paramètres au moment du lancement du script. Il y a une troisième façon de pouvoir influer un shell script, c'est la redirection d'entrée standard qui ne permet de plus attendre qu'un utilisateur saisisse des données. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu au niveau du shell sur Windows, c'est-à-dire qu'on peut permettre par exemple de mettre dans un fichier toutes les réponses que le programme attend pour pouvoir continuer. Et les données seront lues directement dans un fichier au lieu d'être lues sur l'entrée standard. C'est-à-dire que le programme va lui s'interrompre parce qu'il a besoin d'une valeur d'une variable, mais au lieu d'attendre que l'utilisateur la saisisse, il va pouvoir la piocher directement dans un fichier. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très utile quand vous testez un programme, par exemple. Vous pouvez mettre plusieurs scénarios de test dans vos fichiers, et en fait lancer tous les fichiers avec votre programme et voir si l'exécution se passe correctement. Donc ça permet de rendre autonome un programme qui jusque-là en fait attendait des saisies de l'utilisateur sans avoir à modifier le programme en lui-même. Vous pouvez utiliser le programme tel qu'il est, tel que nous l'avons écrit, on va voir avec l'exemple des âges et des noms, et juste spécifier toutes les données dont il a besoin directement à partir d'un fichier. Donc pour cela, on utilise le symbole de redirection au moment du lancement de script, et on va dire en fait que toutes les informations dont tu as besoin, tu vas les chercher dans ce fichier. On va modifier l'exemple du prompt pour faire une redirection, et on va voir comment cela fonctionne. Donc je vous rappelle l'exemple du prompt qu'on avait. On demandait l'âge et le nom de la personne, et en fait le déroulement du programme s'arrêtait jusqu'à ce que l'utilisateur puisse saisir le nom. Ce que l'on va faire maintenant, c'est créer un fichier qui va, vous voyez que le programme lit d'abord le nom, ensuite l'âge. On va créer un fichier qui s'appelle Michel, qui va contenir Michel et 50. Donc c'est les données que le programme a besoin, et dans le même ordre que le programme en a besoin. Il demande d'abord le nom, puis l'âge. Et puis moi j'ai mis le nom, et en dessous l'âge. Ok. Je vais enregistrer ça, je vais l'appeler données.txt. Cette fois-ci c'est un fichier texte, hein, c'est pas un fichier qui va être interprété. Et donc cette fois-ci, vous voyez que le programme s'appelle âge et nom. Je vais lancer âge et nom.sh, et cette fois-ci, je vais lui donner le contenu de mon fichier qui s'appelle données.txt. Voilà. Et en fait, il allait piocher dans mon fichier que je m'appelle Michel, que j'ai 50 ans. Et ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est que je peux modifier les données directement. Je peux remplacer par exemple Michel par Léa qui a 25 ans. Je relance mon programme exactement pareil, et vous vous appelez Léa, vous avez 25 ans et vous êtes né en 96. Tout simplement. Donc, on voit que c'est vraiment intéressant de faire ça, puisqu'on peut faire varier les données que l'on transmet au programme, sans que le programme attende la saisie d'un utilisateur, et en plus, on peut modifier directement le fichier sans avoir à modifier le programme, pour modifier les données que l'on va traiter dans notre script shell. Donc encore une façon de faire qui est très intéressante.
J'en profite aussi pour vous montrer qu'il est possible de rediriger la sortie standard. Donc on appelle rediriger l'entrée standard parce que ça veut dire que l'entrée standard est normalement le clavier. Et rediriger l'entrée standard, ça veut dire, en fait, tu n'attends pas quelque chose du clavier, tu vas prendre à la place ce qu'il y a dans un fichier. Et il est possible aussi de modifier la sortie standard. La sortie standard, ça serait de m'afficher quelque chose dans mon invite de commande. Et là, j'ai la possibilité de dire, au lieu que tu me l'affiches sur l'invite de commande, tu me l'affiches dans un fichier qui s'appelle sortie.txt. Donc là, vous voyez, je lance age et non, je prends les données en entrée, et en sortie, j'écris dans un fichier sortie.txt. Donc quand je lance le programme, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a plus rien d'affiché. Et en fait, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un fichier sortie.txt qui a été créé, et dans ce fichier txt, outre les caractères spéciaux, que l'on a là, vous appelez Léa, vous avez 25 ans, vous êtes né en 1996. Donc en fait, au lieu d'écrire directement sur mon invite de commande, qu'est-ce qui a été fait? Le programme s'est exécuté et il a directement écrit dans un fichier en sortie. Tout simplement. Donc, cette partie se conclut maintenant sur les variables. Et on voit maintenant qu'on se rapproche de plus en plus d'un vrai langage de programmation. On était parti sur une première vidéo où on a fait un exemple très simple, en fait, où on écrivait juste bonjour à l'écran, on saluait et on faisait quelques petites opérations. On avait vu un petit peu de commentaires, on avait vu un petit peu comment écrire des choses courantes. Dans cette deuxième vidéo, on est allé un petit peu plus loin, on a créé cette notion de variables, des variables que nous avons créées nous-mêmes, des variables d'environnement que nous avons utilisées, et nous avons vu maintenant comment est-ce que je peux initialiser ces variables. Je peux les initialiser tout simplement dans le programme, en affectant une valeur directement dans le programme à une variable. Je peux aussi faire en sorte que ce soit l'utilisateur qui remplisse la variable, et ça, on a vu ça dans divers aspects. On a vu ça avec le prompt, c'est-à-dire que le programme s'interrompt et attend de la part de l'utilisateur qu'il saisisse une valeur qui sera utilisée ensuite pour le déroulement du programme. On a vu également que l'on peut spécifier à un programme des paramètres qui vont être utilisés dans le programme ensuite pour évoluer de façon différente. Et enfin, on a vu une troisième méthode avec l'utilisation de la redirection d'entrée standard qui, au lieu d'attendre qu'un quelque chose soit tapé au clavier par l'utilisateur, va utiliser le contenu d'un fichier. Et on a vu aussi qu'il était possible de faire la même chose avec la sortie standard, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire directement dans la fenêtre de commande, on écrivait directement dans un fichier. Donc c'est quelque chose qui peut être très pratique, par exemple, pour des fichiers qui produisent des logs que l'on veut pouvoir exploiter. Donc là, on est toujours plus proche d'un langage de programmation. Donc on peut écrire quelque chose, on peut échanger avec l'utilisateur, on peut communiquer maintenant entre le programme et l'utilisateur peut mettre des valeurs dedans, le programme peut réagir en fonction de ces valeurs et fournir des résultats. Maintenant, il nous reste un petit peu à voir quelles sont les structures qui nous permettraient de manipuler encore les données un petit peu plus loin. Les structures conditionnelles, les structures de boucle, ce sont des choses qui vont venir maintenant dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très vite pour voir ces notions de structure et de manipulation de données, et pour poursuivre notre exploration du shell dans l'environnement Linux. À bientôt.